Alors la transition, est-ce que vous mettez le yoga dans votre réhabilitation? Alors justement, j'en parlais tout à l'heure, nous on a introduit, alors c'est pas de la yoga thérapie, c'est une initiation au yoga, puisqu'on a une kiné qui est formée à ça, et les patients adorent. Alors bon, ils peuvent pas faire toutes ces positions, mais il y a des choses simples qui sont vraiment, vraiment efficaces. Ouais. Bon, je vais aller vite parce qu'il est très tard et puis que vous savez beaucoup de choses. La prise en charge des apnées du sommeil, la prévalence, vous la connaissez tous. Vous voyez que on est à 2% chez les femmes, 4% chez les hommes dans une population générale. Et vous avez vu comme ça peut monter jusqu'à 40 ou 80% dans des populations plus ciblées. La prise en charge, elle est relativement simple. Il faut bien sûr prendre en compte toutes les complications cardiovasculaires, mais aussi beaucoup s'intéresser à la cavité buccale. Et évidemment, lorsque vous avez des patients qui ont comme ça d'énormes amygdales, il est clair que le problème est facile à prendre en charge et que, avant de penser à une PPC, il vaut mieux d'abord l'adresser à un ORL et voir s'il n'y a pas un geste local à faire pour cette obstruction mécanique. Donc, il faut s'intéresser à l'ORL quand on s'intéresse aux apnées du sommeil. Vous savez que la base physiopathologique, c'est pardon, je suis allé un peu vite. C'est une obstruction de l'espace rétro-basilingual. Donc c'est clair que l'observation, éventuellement même de fibroscopie pendant le sommeil, ont permis d'objectiver le lieu de l'obstruction dans ces apnées du sommeil. Alors le diagnostic, je ne vais pas vous faire l'injure de vous le rappeler, polygraphie ou polysomnographie. Ce qui est important, c'est de voir la transformation d'un sommeil normal à un sommeil apnéique, puisque vous savez que l'apparition de toutes ces apnées va s'accompagner de désaturation. Et on vous a parlé tout à l'heure de l'importance de ces désaturations. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites sur des désaturations intermittentes induites et qui ont montré toutes les implications que ça pouvait avoir en termes de modification de la paroi vasculaire et d'incitation, d'initiation des complications cardiovasculaires, comme vous l'a très bien montré Bouchra tout à l'heure. Donc on imagine bien qu'un patient qui a un sommeil entièrement déstructuré, sans sommeil profond, évidemment il va avoir tous les symptômes qu'on connaît de somnolence, d'asthénie, et surtout des complications aussi cognitives qui seront importantes dans la prise en charge de ce syndrome d'apnée du sommeil. Alors, l'enregistrement, évidemment, va faire le diagnostic, mais il va aussi avoir un impact pronostic, puisque vous savez que plus on a un index d'apnée élevé, et bien plus le risque de mortalité est augmenté, et donc on le sait bien maintenant, un véritable impact sur la mortalité. Alors, lorsqu'on s'intéresse justement à la physiopathologie, on sait que cette obstruction au niveau de l'espace rétro-basilingual, va être l'obstacle à franchir. Donc toutes les thérapeutiques dans la prise en charge vont avoir pour but d'essayer de lever cet obstacle. Alors soit par la PPC, c'est-à-dire qu'on va faire, vous savez, ce qu'on appelait une attelle pneumatique en déterminant la pression positive qui va permettre de lutter contre ce bascule de la base de langue, ou bien alors par les orthèses d'avancée mandibulaire pour essayer de tout avancer et de faire un peu de place dans cette région-là. Et donc l'effet de la PPC est bien connu maintenant depuis les travaux de Sullivan. Et moi je me souviens très bien des premières PPC, c'était des machines qui faisaient quasiment la taille d'une table de nuit, donc c'était des gros instruments, comme un extracteur exactement. Et maintenant, bon, vous savez tous que ça fait d'énormes progrès en termes de simplification et de miniaturisation des machines. Alors globalement, quand on a un examen clinique, un interrogatoire qui évoque des apnées du sommeil, bien sûr on fait un enregistrement, polygraphique ou polysomnographique. S'il y a peu d'apnées, et même s'il y en a beaucoup, on a des mesures générales qui rejoignent un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le yoga, c'est-à-dire que finalement avec un contrôle du poids, une bonne alimentation, un exercice physique régulier, absence de tabagisme, on va déjà pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes et de comorbidités liées à ces syndromes d'apnée du sommeil. Ensuite, si les patients sont symptomatiques ou qu'il y a des risques cardiovasculaires, dans ce cas-là, on recherche éventuellement l'obstruction anatomique, les grosses amygdales ou des tumeurs locales, puisqu'on en trouve de temps en temps. Dans ce cas-là, c'est une réponse qui est chirurgicale, c'est-à-dire qu'on essaye de lever l'obstruction. Et sinon, bien sûr, on a la PPC ou éventuellement les orthèses d'avancée mandibulaire.
Alors je voulais juste faire un focus sur les nouveautés, parce que tout ça, vous le savez déjà depuis bien longtemps. La première question, c'est est-ce qu'il y a des alternatives à la PPC? Alors on voit beaucoup de choses. On a parlé pendant une époque des chirurgies uvulo-palato-pharyngoplastie, des avancées bimaxillaires, de toutes ces techniques chirurgicales. On a vu, on a vu ensuite l'apparition des orthèses d'avancée mandibulaire, et je vous dirai juste quelques mots de la stimulation du génioglosse, puisque ce sont des voies de recherche dans la prise en charge de ces patients. Alors, on sait depuis un certain nombre d'années déjà que le génioglosse, qui est donc cet important, enfin un des muscles de la langue, parce que vous savez qu'on a, je sais plus combien, une trentaine de muscles dans la langue, le génioglosse a d'une façon physiopathologique, on va dire, une dysfonction chez les sujets qui sont en apnée du sommeil, qu'on peut normaliser sous pression positive continue, et on a montré que c'était sûrement un point d'impact pour la prise en charge de ces patients. Alors il y a des équipes qui ont essayé de mettre en place un système de neurostimulation du génioglosse, donc comme un pacemaker cardiaque, en essayant de stimuler ce muscle avec des simulateurs qui détectent l'inspiration, et au moment de l'inspiration, on contracte le génioglosse. Comme ça, du coup, il y a plus d'apnée, puisqu'il n'y a plus d'obstacle dans ce fameux espace rétro-basilingual. Et vous voyez que certaines études à 3 mois et 6 mois montrent, je sais pas, c'est peut-être mieux que je le montre de l'autre côté, c'est pareil, montrent une diminution de l'index d'apnée-hypopnée qui persiste avec le temps, et avec, vous voyez, patient par patient, un effet qui est quasiment pour tout le monde, sauf un patient qui sortait un petit peu des clous. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 façons de stimuler ce génioglosse. Le but étant d'éviter aussi de créer des micro-éveils, puisque dans les premières expérimentations, on se rendait compte qu'en stimulant ce muscle, on entraînait des micro-éveils qui finalement n'amélioraient pas forcément les choses. Donc il y a 2 types de stimulation, une stimulation synchrone ou une stimulation continue. Je vous passe les détails. Et quand on regarde, eh bien peut-être que on aurait un meilleur effet d'une stimulation synchrone. La deuxième chose intéressante, c'est la langue. Enfin, ça va dans la suite logique de ce qu'on vient de dire sur le génioglosse. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, dans les apnées, on s'intéresse de plus en plus à la langue. Vous savez que, normalement, en position de repos, la pointe de langue doit toucher le palais sous les incisives supérieures. Et moi, j'ai appris ça en Corse il y a quelque temps. Et je pose la question maintenant, systématiquement aux patients, quand vous êtes au repos, où est votre langue? Alors d'abord, les gens sont un peu interloqués, et en fait, 5 fois sur 10 facilement, ils me disent, elle est en bas. Et en fait, quand la langue est en bas, elle favorise la respiration buccale, et généralement, ça se fait pas depuis 2 ans ou 3 ans, ça se fait depuis l'enfance. Et donc, une des choses importantes, c'est effectivement d'interroger les gens sur leur position de langue, parce que quand les enfants commencent très jeunes à avoir la langue en bas, eh bien, il y a une modification de développement du palais, et du coup, c'est un élément favorisant pour le développement par la suite d'apnée du sommeil. Donc il y a eu beaucoup d'articles ces dernières années, 2014, 2015, 2016, il y a eu beaucoup d'articles sur la position de langue au repos et sur la taille de la langue. Alors vous connaissez toutes ces classifications Mallampati, c'est-à-dire simplement en faisant ouvrir la bouche à votre patient, si tout est normal, vous voyez sa luette, vous voyez un peu le pharynx derrière. Si la langue est un peu grosse, vous voyez que la luette, on commence à peine la voir. Et puis, il y a certains patients, quand vous leur demandez d'ouvrir la langue, vous voyez rien du tout, parce qu'ils ont une énorme base de langue. Et ça, évidemment, c'est un facteur mécanique d'obstruction du sommeil. Donc maintenant, on travaille beaucoup sur cette position de la langue au repos. Et vous voyez qu'en faisant travailler les enfants très jeunes, eh bien, on arrive à modifier leur maxillaire inférieur, donc on améliore le développement de leur cavité buccale. Et chez ce garçon qui avait une très grosse langue, vous voyez au repos, elle est entre ces deux dents, elle est comme ça. Eh bien, en le rééduquant, on arrive à repositionner sa langue.
Et moi, j'ai la chance à Lyon d'avoir une kiné qui fait de la kiné, de la rééducation linguale. Donc depuis 1 an ou 2 maintenant, je m'intéresse à ça. Enfin, je pose la question déjà, et quand il y a des problèmes, j'adresse les patients, en particulier chez les gens plutôt jeunes, pour avoir un bilan anatomique, on va dire, de la langue et de la position linguale, et éventuellement une rééducation. Donc il y a eu beaucoup d'articles là aussi sur l'évaluation de la taille et de la position linguale dans les apnées du sommeil, et c'est sans doute une voie de recherche intéressante. Et puis je voulais faire un focus sur 2 études dont vous avez tous entendu parler, et je pense que Bouchra aura beaucoup de choses à dire là-dessus, sur l'étude Servachev, et puis une autre dont je vous parlerai tout à l'heure. Vous savez que dans les apnées centrales du sommeil, qui sont les apnées qu'on rencontre plutôt dans les pathologies cardiovasculaires, eh bien, on avait tendance pendant plusieurs années à proposer ce qu'on appelle une cerveau-ventilation, une ventilation cerveau-assistée, qui faisait disparaître les apnées centrales. Donc, on était très content en disant, bah voilà, toutes ces apnées résiduelles sous PPC classique, eh bien, grâce à ce système de ventilation, on arrive à les faire disparaître. Et à tel point que Resmed, donc qui était le fabricant de cette cerveau-ventilation initialement, a lancé une étude pour voir si les patients qui avaient une fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure ou égale à 45%, eh bien tiraient effectivement un bénéfice de cette cerveau-ventilation. Et en fait, la grosse surprise, ça a été de montrer que les patients qui étaient sous cerveau-ventilation par rapport au groupe contrôle, eh bien en fait, avaient une augmentation des risques d'événements indésirables, et donc une surmortalité dans ce groupe-là. Alors, ça a été un petit peu détaillé, c'est-à-dire que quand on regardait les causes de mort, toutes causes confondues, eh bien, elles étaient supérieures dans le groupe traité. Et quand on voyait les patients qui étaient morts de pathologie cardiovasculaire, on était également supérieur au groupe contrôle. Avec un risque d'événement qui était supérieur donc dans le groupe traité par cerveau-ventilation. Alors évidemment, ça a fait beaucoup de bruit parce qu'on se disait bon, ben alors il faut arrêter de traiter les patients. Alors effectivement, il y a eu un mot d'ordre que vous connaissez tous, qui a été de ne plus ventiler des patients qui avaient des fractions d'éjection abaissées inférieures à 45%, et surtout 35% puisque c'était le groupe le plus à risque. Alors il y a eu énormément d'articles tout autour de ce sujet. Qu'est-ce qu'on va faire après cette étude? Qu'est-ce qu'on va faire dans les apnées centrales de l'insuffisance cardiaque? Et finalement, les plus grands journaux s'en sont fait l'écho. Et pour l'instant, on attend des études post-hoc qui vont essayer de voir probablement dans des sous-groupes et qui vont étudier aussi l'observance des traitements et les traitements adjuvants médicamenteux, puisqu'on s'est rendu compte que ces patients étaient traités, qu'il y avait peut-être un lien aussi avec les thérapeutiques médicamenteuses. Et puis l'autre étude qui va un petit peu dans le même sens, mais qui s'intéresse cette fois à la PPC, l'effet de la PPC sur la prévention des événements cardiovasculaires. Vous savez que c'est un de nos gros arguments de traitement. On dit mais si vous traitez pas, vous risquez un AVC, vous risquez un infarctus, vous risquez des troubles du rythme. Et là encore, on a été perturbé par cette étude qui montre que la PPC par rapport aux soins usuels, eh bien, ne modifiait pas fondamentalement la surmortalité, on va dire, cardiovasculaire de ces patients, et que finalement, qu'ils soient sous PPC ou pas, eh ben, ils mourraient pas moins. Donc la conclusion de cet article était de dire que finalement on avait un effet limité chez des patients qui avaient des pathologies cardiovasculaires connues, donc on parle pas vraiment de prévention là, la durée moyenne de la PPC était dans cette étude de 3 heures seulement. Donc c'est vrai qu'on a nous tendance à exiger des traitements plus prolongés, même si c'est les 3 heures c'est on va dire la limite réglementaire pour la prise en charge des patients, mais on sait bien maintenant que 5-6 heures, c'est certainement une durée d'utilisation plus importante. Et puis pour terminer, parce qu'il est tard, je voulais juste vous parler aussi de l'OSFP, que vous connaissez tous, mais qui est un observatoire français qui est très particulier, puisque c'est la plus grosse banque de données au monde concernant
les apnées du sommeil. On est maintenant à presque 110 000 patients inclus dans cette base de données. C'est un observatoire qui est ouvert à tous, donc vous pouvez y mettre vos patients. Et en fait, vous avez à titre individuel vos statistiques. Ça permet de voir pourquoi viennent les gens. Ils viennent souvent pour des suspicions d'apnée du sommeil, pour de l'asthénie, pour des ronflements, c'est les 3 causes principales, somnolence diurne et autres causes. On commence à voir des patients qui sont adressés par des ophtalmos ou par des cardiologues, bien sûr, pour des HTA réfractaires. Et puis vous pouvez avoir justement la répartition des médecins qui vous envoient vos patients. Et vous voyez justement que cette partie des médecins spécialistes autres que le médecin traitant, donc, fait maintenant plus du quart des prescriptions d'enregistrement du sommeil. Avec une grande part des cardiologues, donc c'est vrai qu'ils commencent à s'y mettre, mais vous voyez que là, moi j'ai à peu près 35% des patients qui sont adressés par des pneumologues. On peut avoir aussi toutes sortes de statistiques sur la symptomatologie, puisque c'est un observatoire qui recense un certain nombre d'éléments d'interrogatoire et d'examens paracliniques. Et on peut avoir aussi la répartition en fonction de la sévérité des patients en termes d'index d'apnée-hypopnée du sommeil. Voilà, je vous remercie. Merci Daniel pour ces focus très précis. Là, surtout sur c'est vrai, la cerveau-ventilation, ça a fait du bruit. Hein. Oui. On était inondés de courriels. Des petites questions dans cette pratique-là, par rapport au sommeil. Tout le monde, je pense, est concerné par le sommeil. Dominique, je suis sûr que tu as une question. Ouais. Oui, je veux revenir sur la position de la langue. Donc, ça fait plusieurs années qu'on en entend parler. Et là, j'étais frappée en Inde, les femmes se tiennent extrêmement droites, la tête très très haute. Et on sait aussi que la position de la langue, quand tu la laisses en bas, ça a tendance à ramener la tête en avant et à de plus en plus voûter. Donc ici, les femmes se tiennent extrêmement droites. Alors, est-ce qu'elles ont moins d'apnée du sommeil? C'est peut-être qu'elles ont moins d'iPhone. Mais nous, on est en train de faire un programme de réhabilitation respiratoire spécifique pour les apnées du sommeil, donc avec tout ce qu'on fait dans les programmes classiques de réhabilitation, donc exercice physique, éducation thérapeutique. Mais maintenant, on commence à intégrer ça, c'est-à-dire à la fois initiation au yoga et position de la tête et du corps. Et Oui, Daniel, juste un commentaire sur la cerveau-ventilation. Elle n'est pas totalement morte aujourd'hui. Hein. Elle garde des indications. Peut-être l'HAS a demandé à ce qu'on inclue nos patients dans une cohorte qui s'appelle Facile VA et qui nous donnera peut-être des réponses sur l'opportunité de continuer ce mode de ventilation chez certains patients, les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée, les troubles de la fonction diastolique et tous les autres. Oui, tout à fait, oui. Mais pour les patients qui ont une FEVG supérieure à 45%, on peut toujours les traiter comme ça. Ouais. Non, tous les messages de non-utilisation, c'était pour la valeur de la FEVG, donc inférieure à 45. En sachant que plus la variabilité de la mesure, c'est vrai que la FEVG 45, il y avait ça aussi comme billet de l'étude, c'était que la FEVG, parce que quand on mesure une FEVG, la variabilité inter- et intra-observateur, elle est assez importante, et en inter-observateur, elle peut aller jusqu'à 10%. C'est-à-dire que quelqu'un peut voir 45%, alors qu'en fait, c'est 51%. Ça peut, et en intra-observateur, elle est aux alentours de 5%. Pour la fraction d'éjection en 2D, comme j'ai montré. Donc ça, c'était je pense aussi une des limites de l'étude. Voilà. Ouais, qui était que de 3 heures, ouais. Après, ils sont peut-être aussi décédés de leur comorbidité, hein. D'autres commentaires, questions par rapport à la pratique du sommeil, de la ventilation? Ben, je crois qu'on a bien travaillé ce matin, hein. Alors maintenant, vous allez faire une séance de yoga.